évidemment, les observateurs sont méfiants de cette guerre qui pourrait, je dis bien pourrait, c'est un conditionnel, c'est une des conséquences possibles, mais qui pourrait fragiliser encore plus la politique congolaise. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour aborder la question de la République démocratique du Congo et plus précisément la question de la guerre du Kivu. Bien, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est une question qui est très importante. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que Conflit est également un magazine qui est accessible en kiosque et en abonnement. Le dossier actuel est consacré à la géopolitique des montagnes. Le Kivu d'ailleurs et le Rwanda sont aussi des montagnes. Et donc, pour soutenir Conflit, eh bien, vous pouvez vous abonner, acheter le magazine en kiosque et puis aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, à transmettre également ces émissions à votre entourage et à en parler. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette région justement du Kivu ? Alors tout à fait, nous sommes donc dans le Congo, il y a deux Congos, ce qu'on appelle le Congo Léopoldville, qui est maintenant Kinshasa, donc qui est l'ancien Congo belge, et le Congo Brazzaville, en hommage à Savorgnan de Brazza, donc qui s'appelle également le Congo. Et les deux pays sont situés sur le fleuve Congo. Alors on le voit très bien avec la première carte, où vous avez devant vous donc Kinshasa, l'actuelle capitale, qui s'appelait autrefois Léopoldville en hommage au roi des Belges Léopold, et juste en face, Brazzaville, la capitale de l'autre Congo, en quelque sorte. Et la région du Kivu, nous sommes à l'autre extrémité, donc sur la partie est, on le voit très bien sur cette carte, ce sont les parties qui sont en mauve, avec Goma qui est la capitale, nous sommes à peu près à 2500 km de Kinshasa. Donc ça vous donne l'importance du Congo, qui est évidemment un très grand pays, et d'ailleurs c'est un des problèmes du Congo, c'est sa superficie géographique, et donc la difficulté qu'il y a à tenir un ensemble géographique aussi vaste, avec des populations qui sont aussi très importantes. Et on le voit notamment avec cette deuxième carte, qui est la carte des Grands Lacs. Donc la région du Congo, la région du Kivu, c'est divisé en deux, le nord Kivu et le sud Kivu. Et c'est une région qui est frontalière de trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Nous sommes là dans ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et l'autre élément qui est très important pour comprendre la guerre au Kivu, vous voyez là, il faut d'abord commencer par de la géographie, et ensuite on verra la question humaine et la question de la guerre. Mais la géographie fondamentale, vous voyez très bien sur cette carte que Goma est beaucoup plus proche de Kigali, capitale du Rwanda, que de Kinshasa, qui est la capitale du Congo. C'est là un des nœuds du problème, puisque au Kivu, on a un affrontement entre le Rwanda et le Congo via milices et armées interposées. Et nous sommes aussi dans l'Afrique qui est tournée vers l'océan Indien, on le voit très bien sur cette carte. Goma est à quelques kilomètres de Mombasa et de Dar es Salaam, à quelques kilomètres également de Nairobi, quelques centaines de kilomètres. Donc nous sommes là vers l'Afrique qui est tournée vers l'océan Indien. Alors que si je reviens à la première carte qui est celle du Congo, on voit bien que Kinshasa, elle, est tournée vers l'océan Atlantique. On a donc deux Afriques, une vers l'océan Atlantique, une vers l'océan Indien. Et ça, c'est très important, notamment quand on abordera la question des minerais, puisque le Kivu, c'est aussi une région de minerais, et quand on abordera la question de l'accès aux minerais. Mais alors, quelle est l'origine de cette guerre au Kivu ? Alors, l'origine est complexe. Il faut d'abord rappeler que c'est une guerre qui dure depuis plusieurs décennies, au moins depuis 1994, même si on peut trouver des origines plus anciennes. C'est une guerre qui a causé de très nombreux morts. On est à plusieurs milliers de morts. Il n'y a pas un chiffre exact qui est fourni, mais enfin, on est au moins à plusieurs milliers de morts. Vous avez un rapport de l'ONU de juillet 2024 qui explique que depuis une décennie, on a à peu près 1,7 million de personnes qui ont été déplacées au nord Kivu et 500 000 qui ont été déplacés vers le sud Kivu. Donc c'est une guerre qui est très meurtrière, qui fait beaucoup de déplacés, qui engendre aussi des morts par les combats, mais également par les maladies qui sont générées par les conflits, puisque ça veut dire qu'il y a un manque d'accès aux soins, vous avez des gens qui meurent de leurs blessures, et puis une guerre qui tue aussi de manière sale. Enfin, il n'y a pas de guerre propre, mais évidemment, on a des affrontements avec des machettes, avec des couteaux, des populations civiles qui sont attaquées par des milices. Donc tout cela cause des dégâts humains très importants. Alors pour revenir sur les origines de la guerre, c'est très complexe.
Vous avez plusieurs causes qui engendrent la situation actuelle. Comme le dit très bien l'africaniste Bernard Lugan, en Afrique, rien ne se comprend sans l'ethnie, même si l'ethnie n'explique pas tout. Et donc, il faut revenir aux questions ethniques. Vous avez notamment un affrontement entre Tutsis et Hutus, un affrontement entre Rwandais et Congolais, et un affrontement avec des populations, des ethnies qui sont propres au Kivu. Donc tout ça fait une imbrication qui dure depuis en fait le génocide au Rwanda de 1994. Donc le Rwanda accuse le Congo de soutenir des populations ou des mouvements qui ont participé au génocide et qui sont aujourd'hui réfugiés au Kivu, puisque nous sommes juste de l'autre côté de la frontière. Et le Congo accuse le Rwanda de soutenir des mouvements, notamment le M23, qui participent à la déstabilisation du Kivu. Alors, je vous nomme les principaux mouvements. Il y en a davantage, mais je vous donne les principaux. On a le mouvement du M23, en référence à mars. Ils se sont constitués au mois de mars. Le M23 donc, est fondé en 2012. Il a été fondé par d'anciens soldats de l'armée congolaise et des ex-rebelles de ce qu'on appelle le Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP. Donc là, ce sont des mouvements qui sont au Kivu, qui ont le soutien du Rwanda et qui combattent le Congo. De l'autre côté, on a des forces soutenues par le Congo dans le but de déstabiliser le Rwanda, et notamment le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est un Tutsi, qui accuse le Congo de soutenir des rebelles Hutus, de ce qu'on appelle les Forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, qui est un groupe militaire d'opposition à Kagame. Donc là, ce sont des Hutus qui combattent le Tutsi Kagame avec le soutien du Congo. À quoi s'ajoutent des populations au Kivu, qu'on appelle les Banyarwandais, qui sont donc liées au Rwanda, populations liées au Rwanda, qui sont la cible des Congolais depuis plusieurs décennies. Ils sont à la fois Tutsis et Hutus, là on a un mélange, et on a eu des massacres de masse dans les années 1960-1990. Et puis, dernier élément, c'est l'usage de ce qu'on appelle des proxys, donc des groupes armés utilisés par le Congo pour combattre des populations civiles ou des groupes militaires favorables au Rwanda. On a notamment ce qu'on appelle les Wazalendo, des Wazalendo qui attaquent les populations civiles à Goma. Donc vous voyez que c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a cette opposition Congo-Rwanda, opposition Tutsi-Hutu, et ces oppositions avec ces manipulations de la part des uns et des autres. Il y a de nombreuses mines et de nombreuses ressources naturelles dans cette région. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est l'autre composante. Il y a la composante ethnique, politique, et il y a évidemment la composante économique. Alors là, on le voit très bien avec la troisième carte, qui est celle des mines présentes au nord et au sud Kivu. On a notamment de l'étain, du coltan et de l'or. Alors, les réserves de coltan, c'est à peu près 80% des réserves mondiales. C'est un minerai qui est essentiel, notamment pour fabriquer les smartphones. Et donc, vous avez une tentative du Rwanda de prendre le contrôle de ces mines afin de pouvoir en tirer richesse. Vous remarquerez d'ailleurs sur cette carte que le Nord Kivu est quasiment aussi, même un peu plus vaste que le Rwanda. Donc on voit très bien là la question géographique qui est importante. J'évoquais lors de début d'émission la question du basculement vers l'Afrique liée à l'océan Indien. La question des ressources n'est pas simplement l'exploitation des mines, c'est aussi la sortie de ces mines vers l'étranger pour être vendues. Or, beaucoup d'entreprises ou beaucoup de populations qui sont dans les mines reprochent au Congo de surtaxer les matières qui sont extraites, de manière à évidemment remplir le trésor congolais. Et donc, ces exploitants, qu'ils soient locaux ou internationaux, préféreraient sortir cela vers le Rwanda et aussi avoir un contrôle du Rwanda de manière à avoir une imposition plus faible et profiter ainsi d'une exportation de ces minerais via la Tanzanie, le Kenya et donc les ports de l'océan Indien. Donc on a un combat pour les ressources, il y a un combat aussi pour l'extraction des ressources et pour les questions fiscales liées à l'imposition de ces ressources. Suite à tout ce que vous venez de dire, on a l'impression que ce conflit témoigne d'une faiblesse du Congo.
Oui, alors on le disait en début d'émission, le Congo est extrêmement vaste, hein, on le voit, 2500 km à peu près entre Kinshasa et Goma, ça rend les choses assez compliquées à tenir. Le Congo est un pays très largement corrompu, hein, il y a de nombreux problèmes. Vous avez également des rapports de l'ONU qui ont mentionné le fait que des enfants étaient utilisés dans les combats, ce qui est interdit, et le Congo a aussi signé une convention interdisant cet usage. Et puis il y a également ce qu'on appelle les Kuluna. Alors les Kuluna, ça veut dire bandits urbains, ce sont des bandes urbaines, on en a à Kinshasa, on en a dans les grandes villes du Congo, qui attaquent les populations, qui sèment la terreur, notamment à la nuit tombée. Et donc le gouvernement réagit de manière ferme avec des reproches de certaines ONG qui reprochent au gouvernement congolais d'être trop ferme et de mettre en détention ces Kuluna dans des prisons qui ne respectent pas les droits de l'homme ou le respect des personnes. Bon. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un pays qui est très fragilisé du fait de l'immensité territoriale, du fait d'une population qui n'est pas homogène, qui est séparée, enfin qui est différente, et du fait aussi de luttes politiques intestines qui durent en fait depuis 1997 et la chute de Mobutu. Mais alors, selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette guerre? Alors, les conséquences, on les verra évidemment au fur et à mesure du déroulé. D'abord, il faut quand même signaler que c'est une guerre qui dure depuis plusieurs années, donc elle risque de durer encore longtemps. Hein. Mais il y a effectivement des conséquences politiques immédiates qui sont liées notamment à la fragilité du gouvernement congolais. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Le grand dirigeant du Congo pendant plusieurs décennies, ça a été Mobutu, hein, qui était notamment célèbre pour avoir une toque en peau de léopard. Celui-ci est renversé en 1997 par un homme qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir contre Mobutu en prenant le pouvoir à Kinshasa avec l'aide du Rwanda. Déjà, le Rwanda intervenait dans les affaires intérieures du Congo, donc Félix Tshisekedi, l'actuel président, a raison d'être méfiant à l'égard du Rwanda. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997, il est assassiné en 2001, c'est son fils, Joseph Kabila, qui prend le pouvoir en 2001 jusqu'en 2019. Et là, il y a un problème qui est lié à ce fils, qui est beaucoup lui reprochent de ne pas être le fils de Laurent Désiré, mais d'être le fils d'un Rwandais. Alors, on a du mal à démêler le vrai du faux parce qu'on lui a attribué différentes paternités. En tout cas, ça pèse sur lui en disant, en fait, Joseph Kabila, fils, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, et donc ce sont les Rwandais qui ont mis au pouvoir au Congo l'un des leurs. Et ça continue à peser sur la conscience nationale et sur la peur d'une intervention du Rwanda au Congo. Kabila, fils, démissionne, quitte le pouvoir en 2019. Il est remplacé par Félix Tshisekedi actuellement. Et il y a cette crainte, évidemment, dans les autorités congolaises d'une prise de pouvoir par le Congo, comme ça s'est fait en 1997. Il y a une crainte aussi par rapport à leur armée, parce qu'on voit bien qu'au Kivu, en dépit du fait qu'ils ont très fortement augmenté le budget militaire, ils ne tiennent pas la région, ils n'ont pas réussi à contrôler Goma. Et donc la crainte au Congo, c'est que la perte de Goma soit le signe, soit d'une rébellion chez certains soldats, soit d'un effondrement de l'État. Donc il y a cette crainte, évidemment, pour cette région. On le voit d'ailleurs, le fait que les ambassades aient été attaquées, notamment l'ambassade de France, vous avez le service des visas qui a été incendié, ça ne peut se faire qu'avec un accord tacite du régime. C'est-à-dire qu'il y a eu organisation de manifestations contre les ambassades, l'idée étant de dévier l'opinion publique et la colère publique contre l'étranger en accusant les ambassades, la France, la Belgique et les autres d'être responsables des problèmes. Dès que la police est intervenue, tout ça s'est arrêté. Donc on est là dans quelque chose qui est tout à fait habituel, on essaie de détourner la colère de la population vers l'étranger. Ça tient un certain temps, mais évidemment, les observateurs sont méfiants de cette guerre qui pourrait, je dis bien pourrait, c'est un conditionnel, c'est une des conséquences possibles, mais qui pourrait fragiliser encore plus la politique congolaise. En tout cas, même avec la prise de Goma, on a une guerre qui n'est pas terminée et qui va durer encore plusieurs mois. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour cette analyse. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Fenêtre sur le Monde.